Salut à tous, à l'occasion de la draft 2017, les Minnesota Timberwolves ont occupé l'espace médiatique en réalisant le seul vrai blockbuster trade de cet exercice 2017 en récupérant Jimmy Butler, un mouvement qui donne plein d'espoir aux fans de Minnesota, mais un échange qui ne doit pas faire oublier que cette équipe des Wolves vit une terrible traversée du désert, et je vous propose de prendre un petit peu de recul et d'analyser toutes ces années de disette avant l'acquisition de Jimmy Butler, une acquisition qui peut permettre à Minnesota d'enfin redécoller, mais place maintenant à l'histoire, place au passé, pour analyser le parcours des Minnesota Timberwolves jusqu'à cette draft 2017. Alors effectivement, on le disait, durant cette draft 2017, les Minnesota Timberwolves ont été très actifs et ont réalisé ce qu'on pourrait appeler un blockbuster trade, un échange massif, où ils ont envoyé Chris Dunn, Lavin et Markkanen, leurs 3 derniers lottery picks, en direction de Chicago contre Jimmy Butler et Justin Payton, drafté 16e, un pivot drafté 16e à cette draft 2017. Cette équipe de Minnesota, effectivement, est en train de vivre une extraordinaire traversée du désert, puisque depuis 2003-2004, depuis les playoffs 2004, où ils font une finale de conférence perdue face aux Lakers, cette équipe a passé 13 saisons sans faire les playoffs, 9 coachs différents, et durant ces 13 saisons où l'équipe a été relativement mauvaise, ils ont récupéré plein de lottery picks, donc plein de tours de draft relativement bien classés, et à de rares exceptions près, cette équipe de Minnesota est sans doute l'équipe qui a réalisé les plus mauvaises décisions des 10 dernières années à la draft. C'est ce que je vous propose d'analyser dans cette vidéo, parce que j'ai beaucoup lu dans la presse que effectivement les Bulls avaient réussi une super opération et qu'ils récupéraient Jimmy Butler contre quasiment rien. C'est un petit peu plus nuancé que ça, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, d'autant plus que cette équipe des Wolves, elle a appuyé 2 fois sur le bouton reset, sur le bouton de recommençage, de réinitialisation de l'effectif. C'était en 2007 quand ils échangent Garnett pour récupérer des tours de draft, et puis c'était en 2014 quand ils échangent Kevin Love pour récupérer Wiggins et Bennett, et dans les deux cas on n'a pas eu dans l'immédiateté de ces échanges un boost qui a permis à l'équipe de rebondir. Donc si vous êtes fan de Minnesota, si vous êtes fan de Minnesota de la première heure, je vous tire mon chapeau, parce que vous avez dû vivre des années extrêmement difficiles. Donc, est-ce que l'arrivée de Jimmy Butler va permettre à cette équipe des Wolves d'enfin franchir un cap, d'enfin retrouver les playoffs, et d'enfin effectivement rebondir des années Garnett? Ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Parce que l'intersaison est encore très longue. Minnesota va sans doute acquérir encore d'autres joueurs. On fera une vidéo analyse intersaison quand on aura une idée de 90% de l'effectif de Minnesota. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur tout l'historique des Wolves jusqu'à cette acquisition de Butler et toutes ces séquences où cette équipe des Wolves, ne nous le cachons pas, a fait n'importe quoi. Alors, est-ce que, enfin, Tom Thibodeau, le Moïse de Minnesota, après 40 années à errer dans le désert, va enfin amener les joueurs, l'équipe et les fans des Wolves vers la terre promise des playoffs, et pourquoi pas du titre? L'avenir nous le dira. Les pièces sont en train, en tout cas, de s'accumuler, et le dispositif est en train de se mettre en place, donc c'est prometteur, mais comment ne pas s'imaginer que Minnesota pourrait être à un niveau déjà bien meilleur, sachant que l'équipe a eu 13 lottery picks sur les 13 dernières années. Donc ils ont eu potentiellement 13 choix dans le top 14 de la draft sur les 13 dernières années, et comme je vous le disais, à quelques rares exceptions près, ces choix ont tous, ou presque tous, été des fiascos. Donc c'est terrible pour cette équipe de Minnesota qui, sur le papier, avait pris les bonnes décisions en récupérant des tours de draft, en ayant
tanker en ayant des bons jeunes joueurs a priori dans les prochaines drafts, en ayant de la flexibilité salariale, et tout ça n'a pas réussi à transformer cette équipe des Wolves en une machine de guerre. Pourquoi aussi je voulais vous faire cette vidéo? Parce que j'ai lu des articles notamment sur SB Nation, absolument dithyrambiques sur l'opération réussie des Bulls en accueillant Jimmy Butler et sur le fiasco total des Bulls. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu plus nuancé que ça, parce que comme je vous le disais, lâcher 3 lottery picks, c'est beaucoup, c'est même relativement cher. Donc quand je vois des papiers qui disent que les Wolves ont récupéré Jimmy Butler pour pas cher, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi ça semble passer comme une lettre à la poste? On en revient toujours aux mêmes choses, parce que sur les 13 dernières années, les lottery picks des Wolves, à quelques rares exceptions près, ont été des lottery picks très 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 faibles, et c'est pour ça finalement que 3 lottery picks faibles contre un Jimmy Butler qui est un joueur confirmé, ça peut sembler être pas cher, mais 3 lottery picks, croyez-moi, c'est beaucoup, parce qu'avec 3 lottery picks, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire Jordan, Horace Grant et Pippen. Pippen avait été drafté 5e, échangé le jour de la draft contre Holden Polinis, drafté 8e par les Sonics. D'ailleurs, merci, si vous êtes fan des Bulls, merci les Sonics d'avoir permis ce trade qui, avec pas mal de recul, évidemment, est très 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 déséquilibré. Avec 3 lottery picks, eh bien, vous pouvez construire ça. Vous pouvez reconstruire une équipe des Oklahoma City Thunder qui a été faire une finale NBA. Avec Westbrook, avec Durant, avec Harden, 3 joueurs qui, pour 2 d'entre eux, étaient MVP, et pour le 3e, on va dire, qui était dans le podium du MVP de la saison. Vous pouvez, avec 3 lottery picks, faire ça. Klay Thompson, Steph Curry et Harrison Barnes, et ça vous permet d'aller faire une finale NBA et de gagner le titre en 2015. Évidemment, dans le lot, il y a Dédé, il y a Draymond, mais lui c'est un 2e tour, c'est ce qu'on appelle un steal. C'est un joueur effectivement que personne n'attendait et qui confirme bien au-delà du potentiel qu'on avait placé en lui. Donc, voyez que 3 lottery picks, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, encore faut-il bien les choisir. Et ça aura été toute la problématique de ces Wolves sur les années passées. Donc après 40 ans dans le désert, on va enfin trouver la terre promise. Eh bien ça, je ne sais pas, mais ce que je vous propose, c'est d'analyser ces 40 années passées dans le désert, cette traversée du désert qui a fait énormément de mal à toutes les espérances et toutes les ambitions de cette équipe de Minnesota. Tout commence donc en 2005, l'année suivant cette finale de conférence Ouest de 2004. Les Wolves ne font pas les playoffs et récupèrent donc un lottery pick, un choix classé entre la place numéro 1 et la place numéro 14. Avec le choix numéro 14 de cette draft 2005, cette équipe des Wolves récupère Rashard McCants, qui était un arrière relativement athlétique et qui s'avéra effectivement être un joueur NBA relativement médiocre, puisqu'il cumule seulement 5 années en NBA avec en moyenne un petit peu moins de 13 de PER et un cumulé en win share à 3,6. Alors j'aime bien regarder le PER, ça vous donne une idée du niveau de productivité d'un joueur sur le terrain, et j'aime bien aussi regarder le win share parce que c'est une stat avancée qui vous permet en gros, vraiment pour faire simple, de déterminer dans quelle mesure un joueur a fait gagner son équipe. Donc on a d'un côté les stats individuelles, la production individuelle, et de l'autre côté l'impact sur les résultats sportifs de l'équipe. Donc pour avoir vraiment comme ça une vision rapide de l'impact d'un joueur, c'est les 2 stats avancées les plus efficaces. Cette draft 2005, effectivement arrivé à la 14e place, il n'y avait pas grand chose à espérer. Néanmoins, les Wolves sont passés à côté de Danny Granger et de David Lee cette année-là. En 2006, l'année suivante, cette équipe des Timberwolves, effectivement, continue d'avoir des résultats sportifs relativement médiocres, continue d'avoir des bons choix de draft. En 6e position, il récupère un certain Brandon Roy, qui, le jour de la draft, est échangé
en direction des Portland Trail Blazers contre Randy Foye qui a été drafté juste après. Alors avec le recul, la carrière de Brandon Roy aura été ce qu'elle aura été, à savoir très très prometteuse, et puis elle stoppe d'un coup d'arrêt avec une terrible blessure qui a condamné la poursuite de la carrière de Brandon Roy. Mais comment ne pas considérer que effectivement le recrutement de Randy Foye pour un joueur drafté 7ème aura été relativement peu pertinent, relativement moyen. On a là un joueur qui a en carrière un PER à 12, un win share en cumulé sur pratiquement 10 années de carrière à 23, avec, vous voyez, sur les dernières années des rendements très 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 faibles. Clairement pas le rendement d'un joueur qu'on espérait récupérer à la 7ème place, et à la limite, même si ça a été relativement court, effectivement les Minnesota Timberwolves auraient peut-être eu intérêt à garder Brandon Roy, un Brandon Roy qui, peut-être, ne sait-on jamais, ne se serait pas blessé du côté des Wolves aussi gravement que du côté des Blazers. Tout ça est hypothétique, bien entendu. En 2007, l'équipe des Minnesota Timberwolves, avec des résultats toujours aussi moyens, continue d'avoir des bons choix de draft. Cette année-là, ils ont le 7ème choix et ils récupèrent un certain Corey Brewer, une draft 2007 qui aura été quand même relativement faible, mis à part Kevin Durant, Al Horford et Noah. Il y a très peu de joueurs qui ont eu un impact relativement important sur la ligue issue de cette draft 2007. Un Corey Brewer qui aura rapidement, après ses 4 premières années, été échangé du côté de Dallas, et à l'image d'un Randy Foye, un role player solide, avec un 12 de PR en carrière, un win share en cumulé à 19 sur pratiquement 10 saisons, mais en aucun cas un joueur d'impact tel qu'on pourrait l'imaginer dès lors qu'on draft à la 7ème place dans une draft. En 2008, attention, là c'est roulement de tambour. Les Wolves réussissent la draft coup de génie. La draft coup de génie en 2008, parce que cette année-là, ils ont le 3e choix. Donc on continue de tanker, j'ai envie de dire involontairement, côté Wolves, et on continue d'avoir des excellentes positions à la draft. Et cette année-là, à la place numéro 3, les Timberwolves récupèrent un certain O.J. Mayo, qui, le jour de la draft, est échangé contre Kevin Love. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, il y a d'autres joueurs impliqués, mais vraiment pour faire simple, voilà ce qui se passe le jour de la draft. Côté Wolves, on récupère Kevin Love contre O.J. Mayo. Alors évidemment, ce trade avec le recul paraît complètement à l'avantage des Wolves, et puis au 2e tour, il récupère un certain Pekovic, qui malheureusement a dû mettre un terme à sa carrière là, tout dernièrement pour des problèmes de blessures chroniques, mais qui, pour un joueur récupéré, je crois, la 31 ou la 32e place au 2e tour, aura eu un rendement et aura eu une carrière NBA, aussi courte fut-elle, mais au-delà des attentes qu'on pouvait placer dans un joueur de ce calibre-là. Alors, pour revenir sur O.J. Mayo, effectivement, qui est passé par Dallas, qui est passé par les Bucks, et qui a été suspendu 2 ans par la NBA, comme Chris Anderson à l'époque, pour des problèmes de dopage, d'utilisation de substances interdites, et c'était un récidiviste, il me semble. Donc il a été suspendu 2 ans, pour ça qu'il a disparu du radar NBA, et il est éligible à un retour là en 2017. Donc on verra s'il fait un retour en NBA, mais évidemment en 2008, superbe pioche de cette équipe des Wolves. Et puis l'année d'après, on réussit la draft coup de génie, et l'année d'après, en 2009, on va réaliser la draft accident industriel. À cette draft 2009, les Minnesota Timberwolves, ils ont 4 premiers tours de draft. En fait, cette équipe des Wolves, elle a réalisé de très très bons mouvements, parce qu'elle a réussi un petit peu à l'image des Celtics là présentement. Elle a réussi à dégraisser en envoyant des joueurs confirmés, des role-players, contre de futurs tours de draft. Donc sur le papier, ils ont réalisé les bons mouvements. Ils ont dégraissé pour récupérer des tours de draft, et
comme je vous l'ai montré précédemment, avec des bons tours de draft, avec des bons lottery picks, vous pouvez monter une équipe qui peut aller décrocher le titre sans avoir à aller piocher à la free agency des joueurs confirmés. Donc les Wolves, ils ont pris les bonnes décisions. C'est juste qu'avec les tours de draft qu'ils ont récupérés, ils ont fait n'importe quoi. Il y a un énorme problème de scouting des rookies et de prise de décision à la draft du côté de cette équipe de Minnesota. Et l'année 2009 est vraiment l'année symptomatique de cet enchaînement d'erreurs et de cette escalade d'erreurs. Donc cette année-là, ils ont 4 tours de draft. Ils ont leur propre tour de draft qu'ils utiliseront sur Johnny Flynn, et puis ils ont des tours de draft qu'ils ont récupérés via les Wizards, je crois, en récupérant Rubio, via, il me semble à l'époque, c'était avec les Blazers qui récupéraient Ty Lawson. Bref, ils ont 4 tours de draft. Et avec ces 4 tours de draft, ces 4 premiers tours de draft, ils récupèrent donc Ricky Rubio, Johnny Flynn, Ty Lawson et Wayne Ellington. Le jour de la draft, ils échangent Ty Lawson contre un futur tour de draft de l'année suivante, 2010, parce qu'effectivement ils se disent on a drafté 3 meneurs, ça va peut-être faire un peu beaucoup, donc ils échangent Ty Lawson contre un tour de draft 2010, en 2010 ils récupèrent Luke Babbitt qu'ils échangent contre Martell Webster. Donc à terme, on peut considérer que cette draft 2009 leur permet de récupérer ces 4 joueurs. Faisons abstraction de Martell Webster et de Wayne Ellington qui sont des fins de premier tour, donc on va dire qu'ils ne sont pas dans le cœur de cette vidéo qui s'intéresse au lottery pick. Il récupère Ricky Rubio, qui a fait une carrière NBA jusque-là correcte. Ne soyons pas médisants, il cumule un 16 de PER en carrière et un win share en cumulé à 23,2. Donc ce qui est bien, ce qui est plus que correct, ce qui est le rendement d'un meneur titulaire confirmé. Comment ne pas considérer, malgré tout, que cela reste en deçà des attentes qu'on pouvait avoir en un Ricky Rubio, qui était annoncé comme le Mozart du basket, le Mozart européen du basket NBA, lui qui avait été professionnel à 16 ans, qui jouait avec l'équipe olympique, si je ne dis pas de bêtises, à 17 ou 18 ans, qui était promis à un avenir absolument radieux. Au final, il sera devenu un meneur titulaire confirmé, mais il n'aura jamais atteint le niveau, par exemple, d'un Tony Parker, qui est plus ou moins, vraiment, pour caricaturer un autre meneur européen arrivé relativement jeune en NBA, qui aura vraiment eu un rendement absolument extraordinaire. Drafté 5e avec une telle hype, difficile de ne pas considérer que finalement le rendement actuel de Ricky Rubio est quand même un petit peu décevant. Et puis Johnny Flynn aura été un flop total, puisque voyez qu'il ne fait que 3 saisons en NBA et que durant ces 3 saisons en cumulé, eh bien, il a 11 de PER et un win share négatif. C'est-à-dire qu'il a fait plus de mal à son équipe qu'il n'a fait de bien. Et pourquoi je vous dis que c'est la draft accident industriel? Parce que cette année-là, les Wolves, ils vont récupérer Rubio et ils vont récupérer Johnny Flynn devant Steph Curry. Devant Steph Curry. Steph Curry n'avait pas une énorme cote universitaire. Ne réécrivons pas l'histoire, c'est toujours beaucoup plus facile après. Mais la réalité avec du recul, c'est que ces 2 joueurs-là ont été récupérés devant Steph Curry, devant DeRozan, devant Jrue Holiday, devant Jeff Teague. 3 meneurs qui seront devenus All-Star et qui auront eu une carrière avec du recul bien plus performante que la carrière de ces 2 joueurs-là. Donc évidemment, comment ne pas avoir la migraine si vous êtes un fan des Wolves après cette draft 2009, la draft accident industriel. On va pas s'arrêter en si bon chemin côté Wolves. On est lancé, quitte à enchaîner les catastrophes, autant y aller de bon cœur et les 2 pieds dans la flaque. En 2010, les Wolves, eh bien effectivement, avec tous ces joueurs relativement moyens récupérés, eh bien ils continuent de perdre des matchs, donc ils continuent d'avoir des bons tours de draft, et cette année-là, en 2010, ils ont le 4e choix. Ils ont le 4e choix, et ce 4e choix, ils vont l'utiliser en recrutant Wesley Johnson, un ailier.
Wesley Johnson, qui au final, eh bien, effectivement, fera 2 années à Minnesota avant d'être échangé à Phoenix et qui a fait une carrière NBA somme toute moyenne avec seulement 10 de PER et un win share en cumulé à 9. Extrêmement décevant pour un joueur drafté à la 4e place, d'autant plus qu'en 2010, les Timberwolves sont allés sélectionner Wesley Johnson devant DeMarcus Cousins, devant Gordon Hayward et devant Paul George et on va dire dans une deuxième mesure devant des Greg Monroe, des Eric Bledsoe ou des Harry Bradley. Comment ne pas, comme en 2009, s'arracher les cheveux avec un petit peu de recul au vu des joueurs talentueux que cette équipe des Wolves a laissé passer pour récupérer un joueur qui n'a jamais vraiment confirmé en NBA. En 2011, les Wolves ont le 2e choix de la draft, le 2e choix. Quand je vous disais que les Wolves, ils ont eu 13 lottery picks, ils n'ont pas eu 13 choix, 11, 12, 13 ou 14. Ils ont eu des excellents choix, c'est ça qui est vraiment désespérant avec cette équipe de Minnesota. Et en 2011, ils ont le 2e choix, et avec ce 2e choix, ils récupèrent un certain Derrick Williams, un Derrick Williams qui fera 2 saisons à Minnesota, 2 saisons et demie, avant d'être échangé du côté des Kings. Et comment ne pas, une nouvelle fois désespérer, quand on regarde finalement la carrière de Derrick Williams jusque-là, 13 de PER, un win share en cumulé à 14, ce qui n'est pas mal, c'est correct. On va pas dire que c'est un flop, c'est correct. Mais c'est correct pour un role player, c'est correct pour un milieu de premier tour, voire une fin de premier tour, en aucun cas un rendement qu'on considérait comme satisfaisant pour un joueur drafté en 2e, d'autant plus qu'en 2011, les Wolves, ils sélectionnent Derrick Williams et ils laissent passer Kemba Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard et un certain Jimmy Butler. Un certain Jimmy Butler qu'ils auraient pu drafter en 2011 et bien qu'ils récupèrent là maintenant en 2017. Alors bien entendu, on fait preuve de mauvaise foi parce qu'avec le recul, tout est plus facile et personne n'imaginait que Jimmy Butler allait devenir le joueur qu'il était, le joueur qu'il est maintenant à l'époque, en 2011. Mais l'anecdote, je trouve, vaut la peine d'être soulevée. Et puis dans une deuxième mesure, il laisse passer Tristan Thompson, il laisse passer Vucevic, il laisse passer Kenneth Faried, qui tous les trois, et même pourquoi pas Tobias Harris, qui tous les trois auront eu une carrière plus impactante que celle de Derrick Williams. Donc encore côté Timberwolves, un mauvais choix à la draft alors qu'on avait une place en or. En 2012, pas de premier tour cette année-là. L'équipe a échangé ses tours de draft, donc pas de choix possible en 2012. En 2013, les Minnesota Timberwolves, ils ont le 9e choix. Et avec ce 9e choix, ils sélectionnent Trey Burke. Et le jour de la draft, ils envoient Trey Burke en direction, je crois de mémoire que ça devait être les Utah Jazz. Et ils récupèrent 2 rookies draftés à cette même draft, Gorgui Dieng et Shabazz Muhammad. Donc on était dans la même logique qu'avec Ty Lawson côté Bulls, on avait déjà des meneurs, on n'avait pas besoin spécialement d'un nouveau meneur. On a pris Trey Burke parce que c'était vraisemblablement le meilleur joueur disponible dans l'esprit des Wolves à cette époque, et puis on l'a échangé contre 2 rookies draftés un petit peu plus bas. Alors avec le recul, ce trade peut paraître intéressant, parce que Gorgui Dieng s'est avéré être un bon intérieur, il est devenu titulaire du côté des Wolves, et il fait le boulot. Shabazz Mohamed est un bon role player, donc le trade en lui-même, pourquoi pas? Mais c'est pas la question. Quand vous avez le 9e choix, à cette draft 2013 qui s'avéra être une draft extrêmement faible, avec ce 9e choix, vous auriez quand même pu drafter McCollum, Steven Adams, Giannis Antetokounmpo et en fin de premier tour, Rudy Gobert. Donc une nouvelle fois côté Wolves, on est passé à côté de joueurs qui auraient pu être bien plus impactants que ceux qu'on est allé sélectionner. Et puis en 2014, cette équipe de Minnesota a le
13e choix, et elle va aller sélectionner Zach LaVine en 13e choix. Et puis, toujours durant cette draft, cette intersaison 2014, parce que ça s'est pas fait le jour de la draft, mais durant cette intersaison 2014, eh bien, les Wolves, ils vont envoyer Kevin Love contre les 2 derniers premiers choix de draft. Donc, cette année-là, Wiggins, c'est premier choix de draft, et l'année d'avant, c'était Anthony Bennett. Alors le trade était un petit peu plus compliqué que ça, c'était un petit peu plus dense, il y avait d'autres joueurs impliqués, mais avec le recul, ce trade de 2014, c'était Kevin Love contre Andrew Wiggins. Voilà vraiment pour simplifier. Anthony Bennett est sans doute l'un des plus gros flops de l'histoire de la NBA, il a complètement disparu du radar. Dans la foulée, il y avait un joueur comme Thaddeus Young qui a finalement été envoyé aux Nets contre Kevin Garnett. Kevin Garnett a pris sa retraite. Donc présentement, vraiment pour simplifier, le trade, c'est Kevin Love contre Andrew Wiggins. Wiggins qui a pour l'instant un début de carrière correct. Il sort d'une saison 2017 avec 16 de PER, avec un win share à 4. C'est bien, c'est prometteur. Mais très clairement, là, sur les 3 dernières années, les Cavs sont les grands gagnants de ce deal. Et puis en 2015, c'est Alléluia. C'est la draft Alléluia. Enfin, côté Minnesota, on réalise le choix le plus judicieux, le plus pertinent. Il aura quand même fallu attendre pour ça, d'avoir le premier choix de draft. Non pas que le recrutement de LaVine était mauvais. Je pense qu'effectivement, avec le recul, sélectionner LaVine en 13e, au vu des joueurs qu'il y avait après, c'était sans doute le meilleur choix possible pour les Wolves, même si Nurkic est intéressant, Gary Harris est intéressant. Globalement, avec le recul, c'était sans doute le meilleur choix possible. Donc cette draft 2014 n'est pas à inclure dans les drafts flop. Mais 2015, alléluia, les Wolves ont le premier choix, ils récupèrent Karl Anthony Towns, qui effectivement aura, sur ces 2 premières années, confirmé tout son potentiel. Et attention, c'est devenu extrêmement rare en NBA d'avoir des joueurs qui, dès leur saison de rookie, ont plus de 20 de PER et ont un win share, vous voyez, qui est, pour le cas d'Anthony Towns, à plus de 8. C'est devenu extrêmement rare. Les joueurs NBA arrivant maintenant, pour la plupart, tous à 19-20 ans, après seulement une année en université ou une année à l'étranger, eh bien, ne nous voilons pas la face, ils arrivent pas suffisamment prêts en NBA. Il y a toujours des exceptions, et Karl Anthony Towns en était une. Bonne pioche, vraiment bonne pioche côté Bulls, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, on parlait beaucoup éventuellement de Jahlil Okafor à la première place, et les Wolves ont vraiment pris la bonne décision en recrutant Anthony Towns, qui est devenu depuis 2015 le visage de la franchise et un joueur extraordinaire, avec 26 de PR, 62% de pourcentage au tir réel et un win share à pratiquement 13 en 2016-2017 à 21 ans. C'est un rendement extraordinaire. C'est un rendement extraordinaire au niveau d'un Tim Duncan, d'un Kevin Garnett, d'intérieur comme ça, de calibre Hall of Fame. Et puis en 2016, certes, les Timberwolves ont récupéré des joueurs prometteurs, des Wiggins, des LaVine, des Anthony Towns, mais les victoires se sont fait attendre, les victoires se sont fait désirer, et en 2016, eh bien, on a toujours une très bonne place à la draft, et avec cette 5e place, les Minnesota Timberwolves vont recruter Chris Dunn, un meneur défenseur très athlétique, un profil un petit peu à la Eric Bledsoe, à la Marcus Smart, donc des joueurs très très athlétiques, plutôt défenseurs, pas vraiment tireur extérieur, et eh bien à l'issue de sa saison de rookie du côté des Wolves, Chris Dunn a vécu une année très 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 compliquée. Donc il est beaucoup trop tôt pour en tirer la moindre conclusion. Donc ne nous enflammons pas. Chris Dunn, il n'a que 22 ans, même si effectivement il est arrivé en NBA après plusieurs années en université, la transition université-NBA a été très très compliquée. Il est à 8 de PER, il est à 43% au pourcentage au tir réel,
C'est simple, c'est le plus faible pourcentage au tir réel de l'histoire de la NBA pour un joueur qui a joué, on va dire, je ne sais plus quel était le nombre minimum de matchs joués pour être pris en considération, mais on va dire qui a joué la moitié de la saison. Donc Dunn a vécu une saison de rookie de cauchemar. Vous voyez que il a un win share quasi nul, une value over replacement quasi nul, donc il n'a eu aucun impact pour les Wolves dans sa saison de rookie. Est-ce à dire que c'est un flop qui ne confirmera jamais? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais pour ce qui est d'avoir un joueur ne serait-ce qu'un minimum impactant là tout de suite dès sa saison de rookie, c'est râpé avec Chris Dunn. Et puis en 2017, eh bien, l'équipe des Minnesota Timberwolves récupère Lauri Markkanen. Un petit peu une surprise parce qu'on l'attendait peut-être pas à la 7ème place. Un Markkanen qui a très clairement un profil à la Porzingis ou à la Dirk Nowitzki, un intérieur de grande taille qui peut s'écarter, tirer à mi-distance. C'est pareil, ne nous enflammons pas, si ça se trouve, ça sera une très bonne pioche et ça va devenir un joueur intéressant. Est-ce qu'à contrario, il va mettre 3, 4, 5 ans à devenir vraiment impactant? On ne le sait pas, donc ne nous enflammons pas maintenant. C'est pareil, j'ai vu des commentaires dithyrambiques sur Markkanen, tous à croire que tous ont déjà une boule de cristal pour nous lire l'avenir. Et c'est marrant, les mêmes qui crient au scandale sur Markkanen aujourd'hui étaient ceux qui crient au scandale quand les Knicks ont recruté Porzingis en 4e. Donc il faut raison garder, on n'a pas de raison de considérer que ça va être un flop, on n'a pas non plus de raison de considérer qu'on a un Hall of Famer là qui s'ignore, mais pour l'instant, patience. Donc, le bilan de 13 années de draft côté Wolves, il est le suivant. Attention, roulement de tambour. En 13 années de draft, on avait 13 lottery picks et avec ces 13 lottery picks, on a récupéré tous ces joueurs. Et dans le lot, il n'y en a qu'un seul qui est devenu pour l'instant All-Star avec le maillot des Minnesota Timberwolves, c'est Kevin Love. Le 4, Anthony Towns le sera, ne nous inquiétons pas, mais présentement, là, on est le 28 juin, j'enregistre cette vidéo, le seul qui aura été All-Star sur ces 13 années de draft, c'est Kevin Love, et c'est d'autant plus désespérant que l'équipe des Timberwolves aurait pu récupérer tous ces joueurs-là en lieu et place de ceux qui auront été sélectionnés. Et dans tout ce lot de joueurs qui auraient pu être sélectionnés par les Wolves, il y a 2 MVP et il y a 15 All-Stars. Donc évidemment que c'est facile à dire après coup. Évidemment que si, je dis n'importe quoi, en 2009, les Wolves récupèrent Steph Curry au lieu de Johnny Flynn, et que l'année d'après, ils récupèrent, je dis n'importe quoi, un autre joueur de talent, de Marcus Cousins, évidemment qu'ils gagnent des victoires et que derrière, ils n'ont plus de tour de draft. Donc, ça fausse la donne. Mais c'est pour vous donner une vision globale de ce qu'aura été cette équipe de Minnesota sur les 13 dernières années et sur ce qu'elle aurait pu être. Et effectivement, là, ça donne le vertige. Là, ça donne le vertige et là, on se rend compte à quel point les Wolves, eh bien, avec tous les tours de draft qu'ils ont récupérés, eh bien, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi, à part 2 bonnes pioches, Kevin Love et Anthony Towns, et pourquoi pas Lavine, qui, par rapport au rang des Wolves à l'époque, semble être le joueur le plus intéressant. Tout le reste aura été des accidents industriels. On va mettre Rubio entre parenthèses, mais tout le reste aura été des accidents industriels, surtout au vu de ce que les Bulls ont laissé passer. Ça donne vraiment le vertige. Donc, présentement, ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée de Jimmy Butler. Donc évidemment, pour cette équipe de Minnesota qui n'en peut plus d'errer dans le désert, qui veut retrouver les playoffs, eh bien on récupère un joueur d'impact, un joueur qui va avoir un effet immédiat sur le rendement de l'équipe.
25 de PER, on est à plus de 58% au tir réel, on sort d'une saison avec pratiquement 14 en win share, avec, vous voyez, un impact offensif, un impact défensif, un joueur bidimensionnel qui peut bien attaquer, qui peut bien défendre. C'est exactement ce que cette équipe de Minnesota a besoin. Ils ont besoin tout de suite maintenant de rendement. Il y a trop de jeunes joueurs, donc il faut maintenant tout de suite du rendement. Mais attention, récupérer Jimmy Butler contre 3 lottery picks, ça n'est pas rien. J'ai vu des articles, je vous renvoie notamment à cet article d'SB Nation, qui nous explique que 3 lottery picks c'est que dalle et que les Timberwolves, ils ont eu Jimmy Butler pour rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. 3 lottery picks, c'est beaucoup. Et je vous l'ai montré en début de vidéo, avec 3 lottery picks, vous pouvez faire énormément. Mais, comme je vous le disais, ça passe comme une lettre à la poste parce que ces 3 lottery picks, pour l'instant, n'ont absolument pas confirmé en NBA. Est-ce à dire qu'ils seront à jamais des joueurs moyens ou cantonnés dans un rôle de role-player? Eh bien, présentement, on n'en sait rien. C'est pour ça que il est pour moi absolument interdit de tirer d'office des grandes conclusions. Les Bulls ne sont pas les grands perdants de cette affaire et les Timberwolves ne sont pas forcément les grands gagnants. C'est un petit peu plus nuancé que ça. Moi, je pense que les deux équipes sont gagnantes parce que cette équipe de Chicago, elle était dans une impasse. Elle avait dépensé toute sa masse salariale, il y avait des conflits dans le vestiaire, l'équipe ne gagnait pas, les joueurs ne s'entendaient pas avec le coach, ils étaient dans une impasse, ils se sont dit ok, pas de souci, on va passer à autre chose, on échange notre franchise player qui a une bonne cote et on récupère 3 jeunes joueurs qui ont été draftés relativement haut, qui ont encore beaucoup de potentiel, qui vont pas nous coûter trop cher, et on va pouvoir capitaliser autour d'eux. Évidemment, si les 3 s'avèrent être des flops, les Bulls pourront considérer que ce trade est un échec. Mais on n'en est pas là. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que depuis 2013, un seul joueur drafté est devenu All-Star, c'est Giannis Antetokounmpo. Il n'y a pas eu de joueur drafté depuis 2013 qui est devenu All-Star à part Antetokounmpo. Et depuis 2013, aucun lottery pick n'est devenu All-Star. Est-ce que ça veut dire que le niveau baisse? Pas forcément. Ça veut dire que le temps de maturation, le temps de développement des rookies est désormais beaucoup plus long. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que finalement, cette acquisition de Chicago n'est peut-être pas si mauvaise que ça, parce que les Bulls, ils passent en mode reset, on appuie sur le bouton reset, on dégraisse, on se débarrasse de Jimmy Butler, qui avait un contrat à pratiquement 20 millions de dollars, ce qui est une bonne affaire dans la NBA 2.0, un Jimmy Butler qui est verrouillé pendant encore 2 saisons, et une 3e année en option à moins de 20 millions de dollars, c'est une superbe affaire. C'est terrible à dire, mais c'est une superbe affaire. Dans la foulée, ils vont sans doute proposer un buy-out, c'est-à-dire un rachat de contrat à Dwayne Wade. Et dans la foulée, eh bien, Chicago va pouvoir développer son noyau dur de jeunes joueurs et puis avoir énormément de flexibilité. Et pourquoi pas tanker? Pourquoi pas tanker en 2018? Regardez les Bulls. Ils possèdent sur les 7 prochaines années tout leur premier tour de draft. Donc les Bulls, ils peuvent tanker. Ils tankent, ils développent des jeunes joueurs, ils libèrent de la masse salariale, et à l'intersaison prochaine, ils peuvent très bien réussir une très bonne pioche en récupérant un free agent très bon, récupérer dans la foulée un très bon rookie, et si effectivement Lavin continue son développement, si Dunn effectivement reprend un petit peu des couleurs, et si Markkanen s'avère être une bonne acquisition, Chicago, ils ne seront pas du tout dans une situation qu'on pourrait qualifier de mauvaise. Donc ce deal ne sera pas considéré comme catastrophique. Après, est-ce que Chicago aurait pu obtenir plus ailleurs pour Jimmy Butler? Les dirigeants disent que non. Mais moi, je trouve que ces 3 joueurs-là, c'est pas une mauvaise opération et ça place l'équipe de Chicago dans une situation vraiment confortable. Il y a juste une petite chose qu'il faut nuancer sur cet échange de Lavin,
c'est-à-dire le joueur principal du trade en direction des Bulls contre Jimmy Butler, c'est effectivement sa situation contractuelle. Parce que Lavin, il est dans ce qu'on appelle une contract year, c'est-à-dire qu'il est à la fin de ses 4 années de contrat rookie, les années de contrat garanti, qui va la sortir de blessure, donc qui va revenir sur la saison 2017-2018, aller au plus tard en novembre-décembre, donc il va rater le camp d'entraînement, il va rater peut-être le début de saison si la guérison est assez longue, et les Bulls vont devoir très très vite statuer sur le fait de le signer, de le prolonger ou pas. Et au vu de l'explosion des salaires en NBA, Lavin il va demander 20 millions la saison. Si en sortie de blessure, il remet entre 18 et 20 points par match, même si les Bulls ne gagnent pas un match, Lavin il va demander 20 millions la saison. Parce que Oladipo est à 21 millions, Allen Crabbe est à 17, Evan Turner est à 20. Lavin, s'il a un bon agent, que je ne doute pas un seul instant, il va demander 20 millions la saison, et ça voudra donc dire que pour un rendement inférieur, il sera plus payé que Jimmy Butler. Ça, effectivement, ça peut être un petit peu problématique. Donc il faudra suivre ça de près sur les ambitions salariales de Lavin et sur la position des Bulls par rapport à cette fin de contrat, parce que si ils font un pont d'or à Lavin qui s'avère être un joueur décevant à l'image d'un Evan Turner côté Blazers, ça sera pas une bonne opération pour Chicago. La question maintenant concerne les Wolves. Est-ce que ces Minnesota Timberwolves vont devenir les Minnesota Thibodeau Wolves, avec un Tom Thibodeau qui est à la fois coach mais à la fois aussi président des opérations basket, donc c'est lui qui décide de tous les trades, des recrutements, etc. Donc est-ce que Tom Moïse Thibodeau à bras ouverts va emmener l'équipe des Wolves vers la terre promise? Attendons de voir ce qui se passe déjà à l'intersaison, attendons de voir quels vont être les joueurs recrutés. Toujours est-il que l'arrivée de Jimmy Butler effectivement fait énormément de bien à cette équipe de Minnesota, mais pour résumer, ne croyez pas que son acquisition s'est faite gratuitement, c'est un petit peu plus nuancé que ça, c'est vraiment ce que je voulais vous faire retenir de cette vidéo. Et souvenez-vous, même parallèle, à l'époque où les Sacramento Kings ont échangé DeMarcus Cousins vers les Pelicans. C'est pareil, on voyait d'une manière absolument dithyrambique dans la presse un ensemble d'articles qui disaient mais les Kings font n'importe quoi, Cousins est échangé contre quasiment rien. Et souvenez-vous, à l'époque, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit, je suis convaincu qu'à moyen terme, l'avenir des Kings sans Cousins et au sortir de ce trade avec les Pelicans est beaucoup plus radieux que l'avenir des Pelicans. Et quand on vient de voir la draft là 2017 avec les arrivées de Fox côté Kings, et j'ai oublié, c'est Jonathan Isaac qui a été drafté en 10e, bref, avec l'arrivée de ces deux jeunes joueurs, plus le développement de Cauley-Stein, de Labissière, de Buddy Hield, et la flexibilité salariale qu'a cette équipe des Kings, honnêtement, Kings là, ne s'en sont pour l'instant pas si mal sortis. Et voilà, c'est aussi l'enseignement que je voulais vous faire tirer de cette vidéo. L'arrivée de Butler, très bonne pioche pour les Wolves. Chicago n'est pas si perdant que ça dans l'affaire, et espérons pour les fans de Minnesota et pour l'intérêt de la NBA sur la saison prochaine et la compétitivité de la conférence Ouest, que cette équipe des Wolves devienne une place forte, devienne une équipe compliquée à jouer, arrache une qualification en play-off. C'est tout ce qu'on demande, de la compétition, de l'intérêt. Si vous êtes fan des Wolves, bien entendu, vous avez plein de raisons de vous réjouir. Une équipe de Minnesota qui a là vraiment un noyau dur maintenant pour, pourquoi pas, arriver sur le dernier carré dans la conférence Ouest. Il y a encore pas mal de petites acquisitions à faire là. Donc là, il faut analyser tout ça avant de tirer des grandes conclusions, voir quelle va être l'intersaison de cette équipe de Minnesota. Mais sur le papier, pour l'instant, c'est déjà prometteur. On suivra bien entendu tout ça de très très près. D'ici là, passez un bon été. On se retrouvera très très vite pour d'autres vidéos, des vidéos d'analyse d'intersaison, des vidéos d'analyse de trade, des vidéos de basketologie, des lives sur Twitch.
Je sais que vous serez à mes côtés. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Bon match à tous.